Salam alaikum Mazzoul Fillaoun, bonjour. Les signes de la déliquescence puis de la dissolution d'un pays ne sont jamais trompeurs. Il faut être aveugle pour ne pas les voir ou de mauvaise foi pour ne pas les reconnaître. Quoique, l'effet de la banalisation peut les rendre imperceptibles parfois. On dit souvent que trop d'impôts tue l'impôt. La formule est tout aussi valable pour n'importe quoi d'autre qui soit en pléthore. Ainsi, trop de scandales tue le scandale. Quand on lit dans les colonnes des journaux, des journaux, fourmillent de révélations en tout genre sur la scélératesse des gens censés nous diriger, on finit par en être gavé. C'est tous les jours scandale. Et à ne plus en être offusqué. Il y en a tellement, on en a jusque-là. On n'entend plus parler que de scandale, de tel ministre qui est mouillé dans telle grosse affaire de pot de vin, de barons du régime ou d'un de leurs parents, de leurs fils, de leurs nièces, de leurs neveux, qui a détourné des centaines de millions de dollars, de détournement de milliards de dollars du Fonds social des travailleurs, des sommes faramineuses, subtilisées du Fonds de la Générale des concessions agricoles, de transferts illégaux de fonds publics vers des comptes privés, et j'en passe, et des meilleurs. Au point où même lorsqu'on nous apprend, preuve à l'appui, que le secrétaire général du FLN, en chair, en os et en sauce, dispose de biens immobiliers et d'une grosse fortune en France, ça ne nous choque pas plus qu'une mouche qui serait tombée dans notre café. Et que le même baron dispose d'un titre de séjour pour travailleurs immigrés délivré par la France coloniale, qu'il stigmatise à chaque chic qu'il prend, ne nous a pas plus interpellés que si une deuxième mouche avait fait un piquet dans notre même café. Kiff kiff, une mouche, deux mouches, au point où nous en sommes. On en a soupé de leur scandale. En fait, les turpitudes de nos dirigeants et de nos élus sont devenues des valeurs systémiques. Elles procèdent de la nature même du régime. On pourrait même dire que c'est l'inverse qui choquerait. C'est l'existence, par exemple, de dirigeants intègres qui feraient tâche. Imaginez un peu, un baron du régime qui ne se sucre pas, qui ne ment pas, qui ne met pas les moyens de l'État à la disposition de ses intérêts personnels. Vous imaginez qu'une telle personne peut exister, vraiment, franchement? Imaginez un magistrat qui ne fonctionne pas au téléphone, qui ne carbure pas à la tchipa et qui applique juste la loi, de la même manière pour tout le monde. Vous imaginez? Vous imaginez un wali qui administre sa wilaya de façon normale, par exemple un wali qui fait en sorte que les élections ne soient pas truquées. Vous imaginez un ministre compétent qui réalise une autoroute gruyère sans prendre de grosses commissions? Vous imaginez un peu? Mais si de tels personnages, de tels grands serviteurs de l'État existaient, ils gripperaient la machine. Ça serait l'alerte générale. Un régime comme le nôtre ne peut pas s'en accommoder. C'est impossible. Parce qu'une médiocratie, ou pire encore, une mafiocratie, contrairement à une méritocratie, ne peut pas fonctionner qu'avec des mafieux et des médiocres. C'est essentiel, c'est systémique, c'est fondamental. Mais ces abjections et ces travers, malheureusement, finissent par déteindre sur toute la société. Celle-ci, à force de subir tant de ces saletés, finit par s'abîmer dans une attitude de déni, une sorte de soupape qui les empêche d'entrer dans la conscience et de la polluer, voire de l'interpeller parfois. Alors les gens font comme s'ils ne voyaient ni n'entendaient. Et c'est la quadrature du cercle en fait. Car c'est ainsi qu'ils laissent toute latitude au régime de se vautrer dans ses turpitudes. Un régime qui sait qu'il ne provoquera aucune réaction, quoi qu'il fasse. C'est pour cela qu'il n'a plus de limite. Plus personne n'est concerné, plus personne n'est réagi, chacun pour soi et tous planqués jusqu'au jour où ça vous tombe sur la tête. Alors ce jour-là, vous serez seul, comme vous avez laissé les autres se débattre tout seuls lorsqu'ils étaient opprimés.
Et de cette manière, en gros et dans le détail, les sociétés qui se laissent ainsi endormir, qui ne répugnent même pas à se sustenter des miettes tombées de la table des despotes mafiocrates, en arrivent-elles, malheureusement, tôt ou tard, à payer le prix très lourd de leur passivité, voire de leur compromission. À Gherdaya, l'injustice continue de faire des ravages. Il n'y a que quelques cas qui parviennent à nos oreilles. La plupart sont occultés, passés sous silence. À Tébessa aussi, l'injustice fait des ravages, comme dans tout le pays d'ailleurs. Chaque jour, des gens sont broyés par l'injustice. C'est dire que ce qui nous est révélé n'est rien par rapport à tout ce qui se produit tous les jours contre les droits des gens, contre la société tout entière, contre le devenir même de la nation. Car l'oppression engendre la haine et la chute des systèmes qui tombent après trop de passivité sociale provoque des chaos dévastateurs comme ceux qui ont lieu en ce moment en Irak, en Syrie, en Libye. Aujourd'hui, Al-Watan, Gherdaya, 3 ans de prison ferme requise contre un habitant de Brienne. Menara, M.A. Algérie, un journaliste en grève de la faim contre sa détention. Et enfin, un titre clin d'œil, celui de réflexion, Oran enquête sur la vente de 2000 fausses Ferrari. J'ai voulu vous proposer ce titre pour vous montrer de façon presque amusante, ludique, toute l'étendue des dégâts. Imaginez un pays où les trafics en tout genre atteignent un niveau tellement effarant qu'un escroc, mais un escroc sympa, genre Arsène Lupin, qui ne roule dans la farine que les riches parvenus. On arrive donc à importer, tenez-vous bien, 200 fausses Ferrari de Chine. Vous vous rendez compte? 200 fausses Ferrari. Imaginez un peu la logistique, tout l'argent qui a été investi, toutes les complicités que cela a nécessité au niveau du port, de l'administration, de la police. C'est fou. Ce qui est réjouissant dans cette affaire, par contre, est que notre Arsène Lupin national ne vendait ces fausses Ferrari qu'aux enfants de la nomenclatura et des gros parvenus. Il leur fourguait la Ferrari de leur rêve, de nouveaux riches, entre 4 et 4 milliards et demi de centimes l'une. Et eux, tout contents, ils allaient faire vrombir leur Ferrari chinoise dans les quartiers populaires. Bien fait pour leur gueule. Si un jour je rencontre le monsieur qui les a roulés, je lui paye un café bien volontiers. Aujourd'hui, pour parler de sujets moins gais, nous accueillons Maître Dabbouz, avocat et président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Maître Dabbouz, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, évoquer les affaires de Abdelhamid Dabbouz, celle de Youssef Ouldadda et celle du journaliste Abdelhi Abdessameh. Oui. Donc, commençons par la première. D'abord, Abdelhamid Dabbouz, parce que la précision n'a pas été faite dans la presse. Est-il encore en prison? Oui, il est toujours en prison. Depuis le 20... Il a été arrêté le 29 juillet 2014, donc le deuxième jour de l'Aïd. Il n'a pas été mis en liberté provisoire? Il n'a pas été mis en liberté provisoire? Non, malheureusement, il a été donc arrêté, puis mis en... Il y a eu un mandat de dépôt contre lui. On a demandé sa libération. Notre demande a été rejetée. Et donc, il est resté en prison. Il a été jugé le 5 novembre. Donc, on attend le verdict pour le 12 novembre. Alors, parlez-nous de cette affaire. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement. Écoutez, bon, alors d'après l'intéressé lui-même et d'après même les éléments du dossier, Abdelhamid travaille comme commerçant à Hassim Saoud. Il a une maison qu'il construit lui-même, qui n'est pas encore achevée, à Brienne. Et le jour de l'Aïd, le 28, il était à Hassim Saoud, il a passé l'Aïd à Hassim Saoud. Et le soir, il y a eu des émeutes à Brienne.
son frère l'a appelé au téléphone pour lui dire, voilà, il y a eu des émeutes au quartier Bab el-Saad et que des émeutiers sont entrés dans sa maison en cassant un mur pour l'utiliser comme... ils l'ont utilisé pour... d'abord, premièrement, il y a eu violation de domicile. Ensuite, sa maison a été utilisée dans ces émeutes. Donc, lui, il prend la route le lendemain, à ce qu'il m'a dit, à 5 heures du matin, il arrive à Brienne. À 8h30, il va directement au commissariat pour déposer plainte pour violation de domicile. Vers, je crois, 1h, il était devant le commissariat. Ils ont pris son identité et l'adresse de sa maison. Ils lui ont demandé d'aller les attendre sur place. Bien sûr, il est allé les attendre sur place. Vers 15h30, ils sont arrivés, ils ont frappé à la porte, il ouvre la porte, il est tabassé et il est embarqué. Donc, depuis ce temps-là, il est en prison. Il est passé sur le juge d'instruction. Elle a ordonné son mandat de dépôt. Il est en mandat de dépôt jusqu'à présent. Mais le problème dans cette histoire, c'est que depuis son arrestation, sa maison est utilisée comme un centre de surveillance, d'après un constat fait par Awissi Justice, que nous avons demandé au président du tribunal de Brienne de bien ordonner. On lui a demandé d'ordonner parce que vous savez, les constats de ce genre se fassent sur ordonnance du président du tribunal. Donc on a demandé au président du tribunal on a demandé qu'il ordonne à l'huissier de justice pour aller constater qui occupe la maison et à la base de quoi. Eh bien, il a constaté que c'était des éléments de sécurité et même le chef de sûreté de la Daïra de Brienne a déclaré à ce huissier de justice que nous occupons cette maison pour surveiller l'endroit. Et donc, quand il lui a demandé à quelle base, quel est le document qui vous permet, il lui a répondu « Je n'ai pas à vous répondre à cette question ». Et donc, il n'a fourni aucun document. Maître, avant que vous poursuivez, que vous n'alliez plus loin, moi, il y a une chose qui me surprend, et j'imagine que ça doit être le cas de tous les téléspectateurs. Ils doivent se dire, il y a une case qui manque quelque part. Un monsieur arrive au commissariat pour porter plainte. Il dit que ma maison a été occupée par des émeutiers. Ils s'en servent comme d'un centre, une sorte de quartier général. La police lui demande d'aller les attendre sur place. Il va les attendre sur place. Ils arrivent, ils le tabassent, ils l'embarquent et le présentent au parquet. Le juge d'instruction l'inculpe, il y a un mandat de dépôt et il est mis en prison. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas possible. Même dans la pire injustice qui puisse exister, il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur? Attendez, il est allé déposer plainte, mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire une fois au commissariat. Oui. Il a déclaré que je viens de déposer plainte. Ah, ils ne l'ont pas entendu, ils n'ont pas pris sa plainte. Attends, c'est parce que c'est très important. Oui. Ils ont pris sur un papier volant son identité et l'adresse de sa maison. Mais ils n'ont pas enregistré de plainte parce qu'ils savaient, j'imagine qu'ils avaient un plan derrière la tête. Alors, écoute, attendez, maître, attendez, je vous interromps encore une fois. Excusez-moi de vous interrompre. Là, on comprend mieux. Ça veut dire que le monsieur arrive pour porter plainte, on ne prend pas sa plainte. On lui dit, allez sur place, on va venir et sur place, on va prendre votre plainte. On prend juste son identité sur un papier libre. Une fois sur place, il l'interpelle parce qu'il considère qu'il a dû donner sa maison pour des gens, pour en faire quartier général d'émeutiers, etc. C'est bien ça? Non, attendez. Allez-y. Nous, on ne sait pas la maison, on ne sait pas à quoi elle a servi le jour des émeutes. On a trouvé un mur cassé, on a trouvé la maison dans un état, c'est-à-dire elle a été toute fouillée, toutes ses affaires ont été, c'est-à-dire jetées dans tous les sens. Bon, l'essentiel, est-ce qu'elle a servi comme quartier général aux émeutiers ou pas? On ne le sait pas.
Mais ce qui est important à savoir dans cette histoire, c'est quand un citoyen va au commissariat pour déposer plainte. Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent, les policiers? Ils prennent son identité complète, son nom, prénom, âge, situation familiale, nom de son père, nom de sa mère et l'adresse de sa maison. Ils lui disent d'aller l'attendre. Pourquoi je vous dis ça? Oui. Parce que je vais vous expliquer que ces informations vont servir à l'autorisation de fouille qu'avait délivré le procureur et à la base de laquelle il a été arrêté, donc mis en prison. Et quel est le chef d'inculpation? Attroupement armé et port d'armes catégorie 6. Les armes catégorie 6, c'est les armes blanches. On lui reproche d'abord d'attroupement, d'avoir participé à un attroupement armé et de port d'armes catégorie 6, c'est-à-dire armes blanches. Donc, pardon, maître, pardon, maître, je vais vous interrompre. Pardon, excusez-moi. Port d'armes blanches. Moi, je ne suis pas le juriste, mais ce monsieur a été arrêté chez lui, à l'intérieur de sa maison. Justement, Annie Jaib Laqal, ouais. Je vous expliquais, c'est-à-dire les faits et puis la logique. On arrive facilement à détecter le complot. Quand vous délivrez le premier, c'est-à-dire la première procédure dans l'affaire de Abdelhamid Debbouze, c'est quoi? C'est un permis de fouille, ou là, si vous voulez, une autorisation de fouille délivrée par le procureur de la République de Bahreïn, délivrée à la police pour arrêter et fouiller la maison d'Abdelhamid. Dans cette autorisation, il y a l'identité complète de Abdelhamid Debbouze et son adresse exacte. Mais quand vous regardez le PV de la police, vous trouvez que la maison d'Abdelhamid Debbouze, son adresse c'est Bab Saad, à droite une autre maison qu'ils ne connaissent pas, ils mettent propriétaire inconnu, à gauche un jardin, ils mettent propriétaire inconnu, et derrière un autre jardin propriétaire inconnu. Donc tout est inconnu dans cette histoire, sauf l'identité exacte de Abdelhamid et son adresse. Ce qui fait que lors de l'établissement de cette autorisation permis de perquisition et d'arrestation d'Abdelhamid, la police avait l'identité complète de Abdelhamid, mais la police nie toujours que Abdelhamid s'était présenté pour déposer plainte. Alors nous, la question qu'on se pose, comment vous avez eu l'identité et son adresse? Il est inconnu de la police. Exact. Donc, parce qu'eux, ils nient maintenant qu'il se soit présenté. Et maintenant, il attend donc son verdict et le procureur, le ministère public a requis donc 3 ans de prison ferme. Voilà, 3 ans de prison ferme et je pense 20 000 dinars d'amende ou quelque chose comme ça. Bon, pour l'amende, je ne me souviens pas très bien, mais pour la prison, c'est 3 ans de prison ferme. Et le verdict sera rendu? Le 12. Donc on attendra le 12 et on reviendra sur cette affaire. Nous passons à la deuxième affaire, celle qui a déjà été jugée. Monsieur Youssef Ouldadda, celui qui a filmé, lui dit ne pas avoir filmé et ne pas avoir diffusé. Mais à supposer que ce soit lui qui ait filmé ces policiers voleurs. Puisque la police elle-même reconnaît que ces voleurs sont bien des policiers et qu'ils ont été sanctionnés. Or, le monsieur a été condamné, Youssef Ouldadda, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il a épuisé toutes les voies de recours, nous dit-on. Et il semble que vous ne puissiez plus lui rendre visite maintenant. Écoutez, maintenant que Ouldadda a été jugé en dernière instance, c'est-à-dire au niveau de la cour, son avocat n'a plus le droit de lui rendre visite, sauf s'il y a un pourvoi en cassation. Mais normalement, quand il y a un pourvoi en cassation, c'est signalé à la marge de l'arrêt rendu. Et moi, j'ai retiré l'arrêt. Il y a de ça, c'est-à-dire plus d'1 mois après que la décision soit rendue, je n'ai pas remarqué à la marge qu'il y a un pourvoi de cassation. Donc, je pense qu'il n'a pas formé
de pourvoi en cassation. D'autant plus qu'il faut savoir qu'un pourvoi en cassation pour le pénal ici en Algérie, en général, ça prend entre 3 et 4 ans pour que la Cour suprême rend une décision. Mais si vous formez un pourvoi en cassation et que vous êtes condamné à une peine de 2 ans ou d'une année ou de 6 mois, donc ça veut dire que votre jugement, cette décision n'est pas définitive et donc vous ne pouvez pas bénéficier d'éventuelles grâces rendues aux occasions habituelles telles que le 1er novembre ou le 5 juillet. Donc en général, même certains avocats et des proches des prévenus, enfin des condamnés, leur conseillent pour les peines qui ne dépassent pas 2 ans de ne pas former de pourvoi pour éventuellement pouvoir bénéficier des grâces. Et je pense que Ould Dadda aurait pris cette décision de ne pas former de pourvoi pour pouvoir bénéficier de grâces et de réduction de sa peine si cela se présente, cette occasion se présente. C'est quand même révoltant que je comprends sa position et le dilemme. Il doit se dire je suis condamné à 2 ans, d'accord, c'est injuste, je ne les mérite pas, mais si jamais j'interjette appel, comme vous dites, en cour de cassation, ça va suspendre, je ne vais pas bénéficier de toute remise de peine éventuelle et de toute grâce présidentielle éventuelle, donc j'accepte de passer 2 ans en prison. Et ça vaut mieux que de rester éternellement à attendre un éventuel verdict qui n'est même pas sûr en plus. Il n'accepte pas de passer 2 ans. Oui. Il accepte de passer 2 ans et que cette décision soit définitive avec un espoir de voir sa peine réduite à moins de 2 ans. À l'occasion de grâce. Voilà, on leur fait miroiter cet espoir, cet infime espoir pour qu'ils ne fassent pas appel. Ils ne font pas appel même s'ils sont soucieux de retrouver sa liberté le plus tôt possible. Il accepte de subir ça, c'est-à-dire au risque, enfin, il le sait très bien qu'il va être considéré comme un repris de justice. Si jamais il y a un autre pépin qui se présente, eh ben, il est considéré comme repris de justice qui n'a pas contesté une décision il était possible pour lui de former une contestation au niveau de la Cour suprême. Et il ne l'a pas fait. Pour la logique juridique, il accepte cette décision. Voilà, il n'a pas épuisé. En réalité, il n'accepte pas, mais il voudrait bénéficier de tous les moyens possibles pour sortir le plus tôt possible de cette prison. En fait, il n'a pas épuisé toutes les voies de recours pour avoir une chance de faire moins que ces 2 années, pour pouvoir bénéficier d'une grâce. Ce n'est pas qu'il reconnaisse sa culpabilité, mais il n'a pas le choix. Nous continuerons de revenir sur cette affaire autant de fois qu'il le faudra. Et nous allons maintenant passer à l'affaire la récente, récente, ça fait 15 mois que ça dure. C'est-à-dire que c'est que maintenant qu'elle commence à sortir. C'est le journaliste Abdelhaye Abdessameh à qui la justice, plutôt des cercles occultes, qui sont plus au sommet de l'État, entre guillemets, ont considéré que ce journaliste a aidé l'opposant Aboud Hicham à sortir du pays, alors que Aboud Hicham a un passeport composté par la police des airs et frontières. Il est passé par la police des airs et frontières. Néanmoins, après avoir passé 5 jours de garde à vue, ce qui est complètement illégal, et en violation de toutes les lois, je crois même de la Constitution, il est depuis 15 mois en détention provisoire. J'aimerais que vous nous parliez de cette affaire sur un plan des droits de l'homme, puisque vous êtes président de la LAD, et sur un plan juridique, puisque vous êtes avocat. Alors bon, la détention préventive, c'est une exception. Mais vraiment, quand on dit exception, c'est-à-dire ça devrait être une mesure très très rare. Et l'article 123 du Code de procédure pénale détermine 4 conditions. Il faudrait que cette décision, c'est-à-dire répond à au moins l'une des 4 conditions pour mettre une personne en détention préventive. Et il faut le dire dans l'arrêt, dans l'ordonnance. Mais malgré ça, c'est pour des périodes bien déterminées, qui dans tous les cas ne doivent pas dépasser 1 année, et dans des cas exceptionnels, si la chambre d'accusation décide
de prolonger, ça peut aller jusqu'à 16 mois. Ça, c'est pour les crimes. Si pour les délits, normalement, c'est quelques mois. Et donc, la personne, quand on la met en garde à vue, enfin en mandat de Détention dépôt, oui. c'est pour permettre au juge d'instruction de faire son travail dans un délai qui ne doit pas dépasser 4 mois. Donc, c'est très suffisant pour faire mener une instruction renouvelable une ou deux fois si l'affaire est un peu compliquée. Et dans tous les cas, à la fin de cette période-là, soit la personne est jugée, soit elle est remise en liberté en attendant qu'elle soit jugée. Mais dans le cas de Abdessamih Abdelhai, il est en arrestation depuis plus de 15 mois. Donc c'est clair que ça dépasse toutes les périodes prévues pour la loi. Et donc c'est une violation flagrante, premièrement de la loi, qui régit ce genre de situation. Ensuite, du principe constitutionnel qui dit que toute personne ne peut pas être emprisonnée sans jugement, et aussi des droits de l'homme. On ne peut pas mettre une personne en prison sans qu'elle soit jugée. Alors donc il y a une violation flagrante à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous pensez entreprendre au niveau de la Ligue algérienne de défense pour les droits de l'homme concernant cette affaire précisément? Ce qu'on peut entreprendre, nous, c'est d'abord, on est en train de dénoncer à travers l'émission que maintenant que, c'est-à-dire en direct, là, on dénonce, mais aussi, et pas uniquement pour ce cas, mais pour tous les cas, ça rentre dans notre action globale, qui est, bon, ce cas du journaliste Abdessamih Abdelhai et tous les autres cas pour lesquels on est intervenu pour sensibiliser l'opinion, ou alors pour répondre quand on nous demande de répondre à des questions concernant ces cas-là, ça rentre dans un cadre global pour dire que, de toute façon, pour nous, tous ces cas-là prouvent que, premièrement, la justice n'est pas indépendante. Et pourquoi la justice n'est pas indépendante? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs. Et c'est clair et net maintenant, pas maintenant, depuis longtemps, c'est clair qu'une justice qui est mise sous l'autorité directe du pouvoir exécutif, vous savez, tout le monde sait très bien que le Haut Conseil de la magistrature est présidé par le président de la République et son vice-président, c'est le ministre de la Justice. Et la carrière des magistrats dépend de ce que décide ce Conseil. Alors donc, et même la composante du Conseil, ce n'est pas tous des magistrats élus. Il y a une partie qui est désignée par le pouvoir exécutif. Donc, dans des conditions pareilles, il est impossible de voir une justice indépendante et donc qui puisse, tous les juges, il y a une sorte d'autocensure qui s'applique. Ils savent très bien, à un moment donné, ils ne reçoivent même pas tout le temps des directives directes, mais ils comprennent vite parce qu'ils peuvent voir des sanctions tomber sur leurs camarades s'ils rendent une décision qui peut déplaire au pouvoir exécutif. Ils savent très bien qu'est-ce qui les attend, donc ils se font une autocensure pour des cas comme celui du journaliste Abdessamih Abdelhai ou comme beaucoup d'autres cas qui peuvent nuire au pouvoir exécutif d'une façon directe ou indirecte. J'imagine que les juges qui interviennent à ce niveau-là comprennent très bien que s'ils prennent des décisions qui déplaisent au pouvoir exécutif, ils peuvent subir des conséquences qui peuvent paraître comme des mesures disciplinaires ou des affectations des endroits. C'est-à-dire qu'il y a... Et donc, vous voyez très bien
que si ils sont il pas n'y a pas de indépendants, en fait. séparation de pouvoir, il ne pourrait jamais avoir une justice indépendante. Et voilà les conséquences, c'est des histoires comme ça. Et de toutes les façons, la plupart des magistrats algériens ne demandent pas mieux que d'obéir aux injonctions. Ils ne se révoltent jamais. Au contraire, ils semblent se complaire dans cette situation. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Maître Dabbous, je vous remercie infiniment. J'espère vous retrouver bientôt. Je signale cependant que pour ce qui est de notre confrère Abdessamih Abdelhi, une action d'envergure se prépare en France pour alerter l'opinion internationale, au Canada aussi. Et nous espérons que nos confrères en Algérie se mobiliseront massivement pour être aux côtés de leurs confrères. Merci infiniment. Salam alaikum. Azzoul. Bqaw ala khair.